Bonjour à tous. Bien sûr. Je vais vous présenter un article sur les résultats des veines Safen cryoconservées pour la réalisation de voies d'accès pour l'hémodialyse. C'est un article qui est paru en 2024 dans l'Européenne. Donc pour commencer, la fistule radiocéphalique, c'est l'abord de premier choix pour l'hémodialyse puisque c'est celui qui a montré une excellente perméabilité primaire avec un taux de mortalité le moins élevé. Et ce qu'on remarque avec le temps, c'est que l'espérance de vie augmente pour tout type de personnes, notamment chez les patients dialysés, ce qui fait que les patients gardent plus longtemps leur fistule qu'auparavant. La durée de vie augmente sous hémodialyse et du coup, on a aussi un épuisement du capital veineux puisque les fistules ont quand même une durée de vie assez limitée. Donc, on doit en faire, donc à chaque fois, on utilise plusieurs endroits différents pour arriver parfois à un épuisement du capital veineux et un épuisement des voies d'hémodialyse. Ah, bon. Ils ont pour les fistules, donc soit on a une fistule autologue où on utilise sa propre veine, soit on peut utiliser des matériaux comme celles qui sont en PTFE. L'avantage, c'est qu'elles ont un coût qui est plus faible et elles sont disponibles très très rapidement. En revanche, elles ont montré un taux plus élevé d'occlusion, de sténose post-anastomotique et surtout d'infection. Et la dernière chose, ça peut être les allogreffes. Donc, ce qui est présenté dans l'étude, c'est des veines Safen cryoconservées. Donc, elles sont utilisées depuis les années 90. Il y a peu d'études qui ont été réalisées, donc on a peu de données rapportées sur leur efficacité et leurs complications. Et les peu d'études qu'il y a, elles datent d'il y a 20-30 ans. Et donc, c'était avant l'amélioration de toutes les techniques d'angioplastie pour les perméabilités primaires assistées ou secondaires. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la perméabilité primaire des fistules par allogreffe de Vensafen cryoconservées et ensuite d'évaluer les complications et les facteurs qui peuvent impacter leur perméabilité et diminuer le bon fonctionnement de la fistule. Donc, cette étude, elle étudiait 109 patients sur deux centres en France, à Nancy et à Paris. C'était une étude rétrospective qui incluait des patients de 2016 à 2020. Les critères d'inclusion, il fallait être en insuffisance rénale terminale avec une nécessité de dialyse. Et soit il y avait une impossibilité de créer une fistule avec la propre veine du patient, soit il y avait une thrombose de l'accès précédent, ou alors un retard de maturation d'une fistule. Les critères d'exclusion, c'était les patients qui avaient moins de 18 ans, ceux qui étaient sous tutelle curatelle, ceux qui n'étaient pas d'accord, et ceux où on a utilisé l'allogreffe comme patch et pas comme voie. Le critère de jugement principal, c'était un critère composite avec la perméabilité primaire, primaire assistée et secondaire. Et les critères de jugement secondaire, c'était les complications et les facteurs affectant la perméabilité. Ils ont décrit toutes les caractéristiques des allogreffes cryoconservées. C'était les bioprotèques sur des donneurs volontaires, des diamètres entre 3 et 10 mm. Et ils expliquaient aussi comment ils les ont conservés, qui les prélevait, comment ils les choisissaient, etc. Et pour les analyses statistiques, c'est un petit p de 0,5. Et après, ils ont utilisé différentes techniques pour regarder les critères. Donc, Kaplan-Meier pour le taux de perméabilité et survie, une modélisation à risque compétitif pour la mortalité et la transplantation rénale. Parce que du coup, dans le Kaplan-Meier, parfois, on retrouve une diminution de ce qui nous intéresse, mais aussi parfois parce que le patient a été transplanté, donc on n'utilise plus sa fistule. Et après, le modèle de Cox pour les perméabilités et complications majeures. Donc, pour le tableau 1, on remarque que c'est des patients qui ont à peu près 67 ans. On voit que c'est des patients qui ont des scores ASA globalement très élevés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et c'est des patients qui ont quasiment tous eu une fistule au préalable, puisqu'il y a quand même 88% des patients qui avaient des fistules. Et après, on retrouve des facteurs de risque cardiovasculaire qu'on a l'habitude de voir, l'hypertension, le diabète, toutes ces choses-là. Dans la figure 1, on voit les résultats donc, de la perméabilité primaire, primaire assistée et secondaire à 1 et 2 ans après utilisation des veines Safen cryoconservées pour la labor. Euh,
on voit que, il y a la perméabilité primaire à 1 an, elle était de 37%, primaire assistée à 59% et secondaire à 73%. Ça correspond à peu près au trait rouge. Euh, et s'il y a quelque chose que je voulais faire remarquer par rapport au tableau 1 dans les caractéristiques des patients, il y en avait 60% qui avaient un capital veineux insuffisant, 37% qui avaient une thrombose de l'accès et 20% qui avaient un retard de maturation. Et dans le capital veineux insuffisant, c'est les patients qui ont une veine céphalique qui est trop petite, une veine brachiocéphalique ou brachiobiologique, pareil, qui est trop petite à l'échographie, et dans les deux bras, et où les chirurgiens décident que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on retrouve les complications. Donc, comme dans les fistules classiques avec la veine du patient, la complication principale, c'est la sténose, notamment la sténose post-anastomotique, et on retrouve la thrombose. Ici, on voit que le taux de pseudo-anévrisme est de presque 15%, alors que le taux d'infection, lui, qui est bien inférieur à ce qu'on voit dans le PTFE avec des infections à peu près vers 5%. Ensuite, pour les incidences au fil du temps, on voit que le taux d'infection à 1 an, il est de presque moins de 100%, et à 2 ans de 95%, et il n'y a aucune infection qui a été retrouvée dans les 30 jours. Et ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que le nombre moyen de réintervention pour maintenir la perméabilité, c'était de 1,7 à 1 an, ce qui n'est pas très important. Et ensuite, ils ont regardé tous les facteurs de risque qui peuvent influencer sur la perméabilité. D'abord, là, c'est primaire, puis après, on verra primaire assisté et secondaire. On retrouve ce même facteur que quand on est un homme, on diminue le risque enfin, on améliore sa perméabilité primaire et il donne toujours la même explication, c'est que les hommes ont des veines plus importantes et des artères de plus gros calibre. Donc, qui dit artères de plus gros calibre, dit que pour la congruence, on va prendre des veines saphènes de plus gros calibre, donc ça améliore probablement la perméabilité primaire. Pareil, ça correspond aussi à ce qu'on retrouve dans les diamètres. Et pour la perméabilité primaire assistée, là, on voit que quand on est dans le bras, et ben là, c'est plutôt un facteur péjoratif. Quand on fume, c'est un facteur péjoratif. Et en revanche, ils ont notifié, et ça, c'est vrai que ce soit sur l'analyse univariée ou multivariée, et ils ont notifié que pour l'insuffisance cardiaque, c'était plutôt un facteur protecteur, mais ils expliquent ça probablement par le fait que le patient est mieux suivi, donc, une réintervention plus précoce avec un suivi plus régulier du patient, avec des échodopplères plus régulières. Parce que jamais dans l'article, ils décrivent quel type de suivi ils font. Ils standardisent pas du tout les échographies et ce genre de choses pour le suivi des fistules. Là, c'est pour la perméabilité secondaire et on retrouve presque les mêmes caractéristiques avec le facteur protecteur quand on est un homme et le facteur protecteur quand on a une insuffisance cardiaque, et pour les mêmes raisons que précédemment. Donc, dans la discussion, on retrouve un taux faible de perte de l'accès, mais avec un taux élevé de réintervention, mais comme on voit dans les fistules classiques, même si ici, il comparait juste, enfin, il faisait juste une étude descriptive. Et après, à la fin, ils décrivent, enfin, ils mettent en comparaison cette étude avec deux autres études qui regardent, eux, le PTFE. Et on voit que globalement, à 1 an, à 2 ans, et pareil pour la perméabilité primaire comme secondaire, on a à peu près le même taux de perméabilité avec les veines saphènes cryoconservées. Et après, Donc, en termes de perméabilité, ça apporte pas grand-chose. Non, c'est pareil. Après, c'était plutôt eux ce qui était intéressant et ce qu'ils regardaient, c'était que pour les infections, par exemple, ça peut être moins, c'est moins. Mais c'était pas l'objectif de l'étude, donc ça donne un peu des ouvertures pour la suite. Et, ce qui notifiait aussi, c'est que dans l'étude de Gibson et al., par exemple, il y avait un antécédent de quand on avait un antécédent de fistule, on avait 2,50 fois
plus de risque d'échec de fistule par du PTFE. Et dans cette étude, il y avait 30% des patients qui avaient déjà eu une fistule, alors que dans notre étude, comme j'ai dit au tout début, il y avait 88% des patients qui avaient un antécédent de fistule. Donc là, comme on retrouve à peu près les mêmes chiffres de perméabilité, ils se disent que peut-être qu'on a une meilleure perméabilité, quand on a un antécédent de fistule, peut-être qu'on aurait une meilleure perméabilité primaire avec la veine cryoconservée. Les points forts de cette étude, c'est que c'est un modèle qui prend en compte le décès et la transplantation rénale comme facteurs qui pourraient perturber les critères de jugement principaux. Ils discutent aussi les différentes, enfin, ils décrivent en tout cas les différentes variations anatomiques pour la création des fistules. Bon, on retient que le facteur masculin est un facteur protecteur. Et il y a aussi toute une partie sur la description de la veine où, dans les limites, ils disaient que le fait d'avoir une allogreffe serait pu être un risque immunologique, mais que dans la description de la préparation, ils retirent l'endothélium et donc ils disent que théoriquement, le risque, il ne devrait pas y avoir de risque immunologique. Après, ils n'ont pas étudié la suite chez ces patients. Enfin, il y a très peu de patients qui ont été transplantés. Enfin, il n'y a même pas le chiffre de patients qui ont été transplantés dans la suite dans cette étude. Donc, on ne sait pas finalement combien de personnes enfin, chez qui on a pu tester cette affirmation. Merci beaucoup. Ok. Alors, est-ce qu'il faut plutôt utiliser des veines conservées ou faire du PKFE? Bah, il faudrait tester les deux, mais c'est pas évident. Après, pour les infections, etc., si c'est des patients qui ont des infections à répétition, bon, ça peut se discuter, hein. Alors, les chiffres d'infection ne sont pas ceux que moi j'observe. Ok. J'ai l'impression qu'il y a, dans ma pratique personnelle, autant d'infections avec les veines préservées qu'avec les prothèses. Maintenant, la gestion de l'infection de prothèses dans les fistules, c'est pas du tout la gestion de l'infection de prothèses dans la chirurgie artérielle. On peut largement faire des remplacements prothétiques en tunnelisant un peu à côté, etc. Ce qui est assez bien toléré, ce qui est pas du tout toléré dans la pathologie artérielle. En revanche, quand on reprend les patients qui ont eu des allogreffes, c'est beaucoup plus difficile à reprendre. Il y a des adhérences qui sont beaucoup plus intenses. Vraiment, c'est des maladies qui sont difficiles à reprendre. Maintenant, en termes de perméabilité, comme il n'y a pas d'avantage non plus, c'est dubitatif sur l'utilisation d'un matériau qui est cher. S'il n'y a pas d'avantage. 1951. Oui, d'autre part, quelle est la place de l'utilisation, enfin, quelle est la répartition entre l'utilisation au bras et à l'avant-bras? Il n'y a pas. Non, je crois pas qu'il y ait. Ils décrivent les différents lieux, mais je ne crois pas avoir de pourcentage. Je suis étonné qu'ils disent notamment que le fait d'avoir mis les allogreffes au bras est un facteur péjoratif. J'ai des bêtises. Il y en a 11% à l'avant-bras. Il y en a 6 qui traversent le coude. Non, il y en a 19 qui traversent le coude. Et il y en a 62 au niveau du bras. Mais je suis étonné quand même que Il y le a fait 6%. d'utiliser à l'avant-bras soit un facteur de protection de quoi que ce soit, parce que si on l'utilise à l'avant-bras, ça veut dire qu'il y a au moins une bonne veine humérale au bras, ce qui veut dire qu'on n'a pas utilisé toutes les possibilités de fistule avant de fistule, de fistule autonome. Oui, c'est essentiellement ça. Il y a, dans les retraites données, il y a 55% de thrombose, c'est ça? Oui. Sur les prothèses, il y a une technologie qui est pour le PTFE qui est aussi basse technologie. En fait, qui est la technologie qui épargne le Viaban, par exemple, et le Propaten pour les prothèses. Ça a été évalué au niveau des fistules ou pas, cette technologie-là? C'est intéressant, hein, parce que il y a Reflex encore actuellement qui évalue ça pour le PTFE, pour le pontage distal. Et si cette technologie est bien efficace, elle pourrait avoir une utilité quand même. Parce que c'est pas que de la rosténose, c'est aussi de la thrombose apparemment. Il y a un peu de thrombose, mais il y a beaucoup de rosténose. Beaucoup de rosténose. Les thromboses, elles sont quasiment toutes liées Sont versions veineuses. Exactement, aux anastomoses potétoveineuses ou allogreffe veine. Et ça, on ne gagne pas non plus je ne suis pas sûr que l'utilisation d'un matériel induit de d'héparine change
Là aussi. Alors, dans l'hypothèse, c'est l'hypothèse hein, de l'héparine, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a la thromborésistance, mais également, il y a la diminution de l'hyperplasie intimale au niveau des insos, parce que l'héparine, ça a été testé sur les stades il y a longtemps, sera un facteur d'inhibition de la prolifération cellulaire. Mais voilà, j'ai pas de données, moi, là-dessus, plus, si ce n'est des données, finalement, du labo, mais voilà, ça pourrait être aussi un intérêt. Mais des remarques, commentaires concernant l'utilisation de l'allogreffe au niveau du. Puis c'est moins souple en termes d'utilisation. Il faut Non, et elles sont stockées un petit peu, les allogreffes au bloc ou Non, non, il il faut les commander. Hein. Ah oui, c'est Ouais. c'est plus pratique. Il faut les commander, Oui. on les a pas aussi. Ah, On disait enfin, qu'il y a des centres où il y en a un petit peu en réserve, mais Ouais. globalement, il faut les commander. Faut les commander. C'est moins souple également en termes d'utilisation. Oui. Très bien, Mérine, merci beaucoup.